図が高いな。Le retour de Sukuna. Ça y est, il est là, il est de retour. Et mon Dieu, quelle puissance. Quelle prestance, c'est incroyable. C'est vraiment le maître des fléaux. J'avais tort, mais alors complètement tort quand j'ai théorisé qu'il deviendrait gentil, qu'il s'attacherait au héros et l'aiderait à combattre ses ennemis. Il est cruel, il s'amuse, il tue pour le plaisir, il est intimidant, il est puissant. C'est juste Sukuna, quoi. Autant jusqu'à présent les antagonistes de Jujutsu Kaisen je les trouvais pas incroyables, hors flashback, j'écarte Geto et Toji. On apprend à les connaître, Mahito et Jogo ne sont pas mauvais en soi, on les a déjà vus, des personnages qui sont assez récurrents, mais comme c'est des fléaux entre guillemets classiques, et non pas des exorcistes malfaisants, fort logiquement ils n'ont pas de background, puisqu'ils naissent mauvais, ils sont issus de sentiments négatifs des humains. Ça c'est peut-être l'inconvénient avec ce type d'ennemi. Mais bon, on a aussi des antagonistes avec un développement malgré tout, comme Choso, qui en soi n'est pas vraiment un fléau d'ailleurs. Mais voilà, comme ils naissent mauvais, et qu'on les découvre a priori pas très longtemps après leur naissance, ils n'ont pas de background. En tout cas, même s'ils ont vécu longtemps, normalement ils sont mauvais et veulent tuer les humains par essence. Si un jour on voit un fléau devenir gentil, ça serait une exception. Ça serait quelqu'un qui est né mauvais mais qui est devenu bon. On a cet exemple dans Dragon Ball Z avec le personnage de Dabla. C'est un Makayo, un Kaio maléfique qui une fois mort est devenu bon. Je ne sais pas si dans le manga c'est pareil. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur Jujutsu Kaisen sur cette deuxième saison. 表を上げろ。Mais Sukuna est la preuve qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un background très fourni pour faire un bon antagoniste. En soi, Sukuna pour le moment, en tout cas, on n'a pas eu de flashback de lui. Je pense que ça arrivera un jour, mais juste là, son background se résume au dire des personnages. Un peu comme Voldemort au début de Harry Potter. Dans Harry Potter 1, l'aura qui se dégage de Voldemort juste par le fait qu'on ne veut pas prononcer son nom, c'est déjà incroyable. On sait que Sukuna est le maître des fléaux, on sait que c'était un humain avant qu'il se transforme en fléau, mais c'est tout. Mais à force d'entendre les personnages parler de lui, et juste avoir son charisme et sa façon de parler, sa prestance, bah ça en fait un antagoniste incroyable. Ça lui crée une aura, il en impose. Et cet épisode 15 vient définitivement appuyer ça. Et puis, la voix de Grimmjow dans Bleach lui va tellement bien. 力の加減間違えたか。 La tension était vraiment palpable. Je vous jure, c'était dingue. Moi-même, limite, derrière mon écran, je ne bougeais plus d'un millimètre par peur d'être coupé en deux par Sukuna. Cet effet de nous montrer la personne se faire découper sans nous montrer du tout Sukuna attaquer, c'est tellement efficace. En plus, tu le vois la main dans les poches. En fait, on se dit, mais tu essaies de te battre contre lui, tu n'as même pas le temps de te mettre en garde que tu te fais couper en quatre. C'est fou. Sukuna a vraiment un caractère particulier et très très percutant et très attractif. Il n'est pas juste l'archétype du méchant purement méchant, comme pourrait l'être un Freezer par exemple, qui fait preuve ouvertement de cruauté, en ricanant ou même un... D'ailleurs, petit aparté, je me suis toujours demandé, tous ces méchants dans Dragon Ball Z qui veulent tout détruire mais qui paradoxalement cherchent à combattre de puissants adversaires. Je vise Boo et Cell en particulier parce que Freezer, au moins lui, il a un empire et il colonise des planètes. Ces méchants, ok, ils détruisent tout, et après Et après, le mec, il détruit l'univers et ensuite quoi? Ennui éternel. Cell a créé le Cell Game pour se taper une fois contre des mecs puissants, puis il détruit tout, il ne reste plus rien, plus personne à affronter. Plus rien à détruire, et ennui quoi. Même Super Boo, même chanson. Est-ce que Sukuna est plus fort que Gojo? Gojo a dit que s'il devait affronter Sukuna, ça serait un rude combat mais qu'il gagnerait. Mais quand on voit ce que Sukuna fait dans ce 15e épisode, on peut en douter. Et sûrement que Sukuna a un moyen de contrer le pouvoir de l'infini de Gojo. Cet arc du drame de Shibuya prend les principes instaurés en saison 1 et vient les relativiser, un peu les casser. Dans la saison 1 par exemple, on nous disait que dès lors qu'on est pris au piège dans un territoire ennemi, il n'y a aucun échappatoire possible. La seule solution est de soi-même étendre son territoire, car dans un territoire, les attaques font forcément mouche. On l'a vu dans l'épisode 14 lors du combat contre Dagon, il a instantanément touché Maki et Nanami avec ses poissons. Cependant, dans cet arc, on nous a présenté une façon de contrer les territoires. Le territoire simple, même si ce concept avait déjà été évoqué et utilisé par Miwa en saison 1, sans qu'on ait tous les détails sur son utilité. On ne savait pas qu'il permettait d'attaquer au sein d'un territoire sans se faire toucher. En tout cas, d'après mes humbles souvenirs. Corrigez-moi en commentaire si j'ai tort. Et là, on nous ajoute dans l'épisode 14 une variante du territoire simple du vieux Zenin, qui lui permet de se protéger des attaques. Pareil pour Karasu qui est toujours accompagné de Wiwi, qui lui aussi a une protection similaire. Finalement, cette fameuse technique de l'extension du territoire est bien nerf et c'est tant mieux. C'était beaucoup trop cheaté.
Après, il y a des territoires où, dès qu'ils sont activés, tu ne peux rien faire. En fait, je n'ai qu'un seul exemple en tête, c'est bien évidemment celui de Gojo Satoru. Dès son activation, le territoire te fige avec une infinité de données qu'il transmet à ton cerveau. Bon, après, peut-être évidemment que dans la suite du manga, cette extension du territoire a été contrée. Je ne sais pas. Quand je vois tous ces personnages qui ont un moyen de contrer l'extension du territoire, je me dis, eh ben, Nanami en fin de compte, ce n'est pas quelque chose. Il n'est pas si puissant. Ok, en force brute, il est fort, il a son sort qui lui permet de frapper avec une puissance démultipliée, très élevée. Mais sinon, si tu le mets face à une extension du territoire comme dans la saison 1, il ne peut rien faire. Je trouverais ça pas très cohérent qu'il l'ait apprise entre le combat contre Mahito et maintenant en vrai. Sinon, il l'aurait utilisé contre Dagon. Donc voilà, le mec dans l'épisode 14, il dit qu'il préférait rester seul, ne pas être accompagné de Maki et du Zenin, alors que frérot, réveille-toi. Tu as des fléaux de rang S en face qui maîtrisent l'extension du territoire. D'ailleurs même, je pense à la naissance. Tu ne peux rien faire si tu les affrontes. Heureusement que Megumi s'est pointé. Megumi a utilisé son extension du territoire incomplète, alors qu'il est bien moins expérimenté que Nanami. Mais bon, c'est un Zenin. Nanami, honte à toi. Et c'est ça qui les a sauvés. Dans l'épisode 15, Jogo le brûle lui et Maki, et sous-entend leur mort. Pouvoir très cheaté d'ailleurs. Il te touche, tu crames. Mais je ne pense pas qu'il soit mort. Oui, je pense que Nanami va mourir, mais Maki, je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas qu'elle va mourir dans cet arc. Vu qu'ils se sont pris la même attaque et que Maki n'a pas d'énergie occulte, elle a survécu probablement parce que l'attaque n'était pas suffisamment puissante pour la tuer instantanément. Et donc forcément, Nanami aussi a survécu. Je pense que quelqu'un va venir les soigner avec un sort d'inversion, avant qu'ils ne périssent. À la fin de l'épisode 14, l'animation était saccadée et les dessins pas terribles, mais en vrai, ça n'a duré qu'une petite partie de l'épisode. J'ai vu que ça a pas mal gueulé sur Twitter. L'arrivée de Toji dans le territoire de Dagon était incroyable, on s'y attendait pas, vraiment on s'y attendait pas. Il est venu comme une fleur, il est sorti de l'ombre, pour ainsi dire, littéralement. Et c'était génial, mais le problème malheureusement, c'est qu'il n'a plus sa conscience. Et ça c'est terriblement dommage, on espère qu'il va la retrouver. Et bon, au début, c'était juste le corps qui était contrôlé par la grand-mère et son petit-fils. Ensuite, il reprend le contrôle et maintenant il repère le contrôle. Entre guillemets, parce qu'il est juste mu par son instinct de combattre le plus fort, comme une bête sauvage, comme une machine à tuer, sans pour autant avoir de réelles pensées. Visiblement, on n'a pas ses pensées pour renforcer ce côté bête sauvage. À aucun moment tu vois ses pensées. Alors, est-ce que le mec n'a pas de pensée quand il se bat, il agit purement instinctivement, ou est-ce que elles sont juste cachées pour le spectateur, pour renforcer ce côté-là? Je ne sais pas, mais si il est vraiment mu par cet instinct, bah a priori, effectivement, il ne voit que ça. Sinon, il aurait réagi, il aurait parlé à Maki, ou surtout au vieux Zenin, qu'il doit très bien connaître, il aurait fait une remarque à son fils, je ne sais pas. Donc j'espère qu'il va retrouver sa conscience, mais ça fait un peu répétitif, il a perdu pour la retrouver, mais bref. Peut-être qu'il va la retrouver en affrontant son fils, puisque on a vu qu'il l'a isolé, certainement parce que c'est lui maintenant l'adversaire le plus fort disponible, même si bon, en réalité ça devrait être Jogo. Est-ce qu'il a senti Jogo ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il avait poussé son fils avant, mais ça veut dire quand même que son fils est plus fort que le vieux Zenin, alors que le vieux Zenin, il est vieux, donc il a énormément d'expérience. Et le combat était fantastique, les effets de vitesse, c'est justement pour ça que le chara-design de la saison 2 a été simplifié, moins de plis sur les habits par exemple, pour permettre cet effet de vitesse, de déformation des personnages, notamment avec le personnage de Toji. On a eu la même chose dans l'épisode 3, quand il a été introduit et qu'il a affronté Gojo. Il a vraiment défoncé Dagon, c'était magnifique à voir, c'était jouissif. C'était du pur spectacle. Et Toji, j'espère qu'il va affronter Sukuna, j'espère vraiment qu'il va l'affronter. Jogo pour moi va survivre à cet arc. Ce serait peut-être le seul fléau qui va survivre avec Geto. À force de répéter qu'il s'en fiche de mourir tant que Sukuna est ressuscité et instaure une ère nouvelle pour les fléaux, ça me fait dire que justement il va survivre. Les filles qui a recueilli Geto ne sont pas très intelligentes, surtout Mimiko en fait. Dès l'instant où elle a proposé une forme de marché à Sukuna, je me suis dit ah non, elle est morte, c'est fini. Tu aurais dû t'en tenir à juste demander à ce que Sukuna tue Geto, en remerciement du doigt. Mais pas d'imposition, pas de condition, pas de marché pour un doigt supplémentaire, pas de condition de succès à la mission. Ou plutôt à la requête, à la demande. Parce que même le terme mission n'est pas approprié pour de grands Sukuna. Dernière chose, Jogo a proposé que Sukuna fasse un pacte pour que celui-ci garde le corps d'Itadori de manière perpétuelle tant qu'il a son corps pour une longue période comme c'est le cas maintenant. Sukuna a refusé, alors je ne comprends pas trop d'où il peut faire ça de base. La dernière fois qu'il a fait un serment, Itadori en avait conscience, il a dû l'accepter, mais simplement, il n'en a plus eu de souvenir après. Et c'était en contrepartie de sa résurrection. Qu'est-ce que serait la contrepartie de Sukuna qui prend le corps de Itadori? C'est bizarre. Bon, sans me spoiler, si vous avez des éléments de réponse, sans prendre en compte des éléments futurs du manga, juste avec les éléments actuels, non pas vous avez la réponse ou vous avez les déductions
après qu'on peut faire dans le passé, mais compliqué sans les éléments des scans. Non, non, moi je veux pas de spoil, je veux pas de... Voilà. D'ailleurs, on m'avait spoil que Sukuna venait cet épisode, et le mec il a dit quoi? Il a dit c'était évident que Sukuna reviendrait dans cet arc. Frérot, peut-être que c'était prévisible, c'est pas évident, c'est prévisible. Mais à aucun moment je vais me dire qu'il va revenir dans cet épisode-là, précisément. Là, tu m'as spoil que ce serait dans cet épisode. Donc ça me saoule, c'était sur Instagram. Bref. Ah, et dernière chose, ma théorie comme quoi le vieux Zenin, j'ai oublié son nom, serait un traître. Train de voler en éclats. Le mec il a perdu un bras contre Dagon. Je me suis dit à ce moment-là, bon, peut-être que seuls les fléaux supérieurs comme Mahito et Jogo sont au courant que c'est un traître. Et là, il se bat contre Jogo. Donc je pense que j'ai eu tort. À moins que seul Geto soit au courant, mais ça me semble peu probable. Donc mauvaise pioche. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.